Salut à tous, c'est Nicolas de chez ADBO. Ça vous dirait de voyager dans le passé? Eh bien avec Lyon en 1700, c'est possible. C'est un site qui vous permet de découvrir à quoi ressemblait Lyon au XVIIe siècle sous la forme d'une sorte de Google Street. Et pourquoi on en parle sur la chaîne aujourd'hui? Tout simplement parce que le projet a été réalisé sur SketchUp et le créateur du projet, Fabrice Potier, va nous en parler aujourd'hui. Un projet plein de passion, rempli d'ingéniosité et très important pour l'histoire. Eh bien Fabrice, bienvenue dans les nouveaux locaux d'ADBO. Merci encore d'avoir répondu à mon invitation pour que tu nous parles de ton projet Lyon en 1700. Est-ce que tu peux nous parler déjà te présenter et nous expliquer, enfin m'expliquer, parce que je suis tout seul pour l'instant, la genèse en fait de ton projet. Alors, donc moi je suis avocat de profession, donc je ne suis pas du tout dans la 3D ni architecte au départ. Donc c'est un projet passion, c'est un projet passe-temps au départ. D'accord. L'idée est venue un petit peu par hasard. Et en fait, c'était le recoupement de plusieurs passions. À la fois, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la photographie. J'étais intéressé par la 3D. Et par hasard, j'ai découvert un ouvrage qui m'a été offert d'anciens plans de la presqu'île de Lyon, enfin de Lyon, tel que Lyon pouvait être au XVIIe, XVIIIe, XIXe. Et prenant conscience des travaux qui avaient pu être faits au 19e sur la presqu'île de Lyon, j'ai trouvé intéressant de me lancer dans le projet d'essayer de restituer son organisation avant ces grands travaux. D'accord. Donc au départ, c'était assez flou, je n'avais pas du tout de méthodologie, je savais que j'avais utilisé SketchUp parce que c'était un logiciel gratuit et qui était simple d'utilisation et qui allait bien pour l'architecture. Mais en fait, très vite, le projet a pris de l'ampleur et puis il y a beaucoup de difficultés qui sont posées assez rapidement puisque ça impliquait un travail de recherche historique d'abord avant de commencer la modélisation. Et t'es pas historien non plus à la base, ouais. Je suis pas historien, donc de rencontrer les historiens, de rencontrer les professionnels, de faire des recherches aux archives, archives municipales, départementales, au musée Gadagne, au Fonds ancien de bibliothèque. Donc tout ça finalement a été un peu long dans la mise en place puisque la totalité du projet finalement a pris 12 ans. D'accord. 12 ans pour restituer la presqu'île entre la place Bellecour et la place des Terreaux et la colline de Fourvière vue des quais de Saône. D'accord. Donc un début de recherche, j'imagine. Qu'est-ce que tu cherchais particulièrement pour t'aider justement à te repérer et au final à retourner dans le temps en fait tout simplement. Qu'est-ce que tu cherchais en priorité? Alors au tout départ, j'ai commencé par la place Jacobin, j'avais un plan au sol. D'accord. Et puis après, je me suis vite rendu compte que ce plan au sol qui datait de 1699-1700 n'était pas du tout d'équerre. Donc c'est là où sont posés les premiers problèmes en fait. C'est de savoir comment est-ce que je pourrais avoir un cadastre qui soit suffisamment précis et puis qui soit antérieur aux destructions du 19e siècle. Donc ça, j'en ai trouvé un assez rapidement, puisqu'il y a le cadastre dit napoléonien, mais qui lui non plus n'est pas très d'équerre. Enfin, bon, mes premières difficultés, c'était déjà le plan au sol. Finalement, j'ai trouvé un plan qui date autour de 1815-1820, qui lui correspond bien au cadastre actuel, qui est bien calibré, donc qui m'a servi de base en le mixant avec d'autres plans. Mais une fois que j'ai le plan au sol, en fait, la question était de savoir quelle source je pouvais utiliser pour remonter le plus loin possible. Moi, mon objectif au départ n'était pas forcément 1700. L'idée était éventuellement de le faire au XVIe siècle, au début XVIe. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible. Et là, c'est plus le travail d'histoire de la ville, de comprendre comment est-ce que c'est développé, quelles ont été ses transformations, qui m'a amené finalement à me dire que pour avoir un niveau correct de restitution, je ne pouvais pas remonter plus loin que 1700. D'accord. Parce que la ville s'est beaucoup construite dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et donc, les immeubles qui ont précédé ces immeubles construits autour de 1650, pour faire simple, on a très peu d'informations sur eux. D'accord. Donc, c'est imposé la date de 1700, avec un cadastre qui est postérieur. Et donc, là encore, une fois qu'on a un plan au sol, qui en plus est discutable, il va falloir trouver comment faire pour arriver à affiner ce plan au sol. Et là, ça impliquait un travail immeuble par immeuble. D'accord.
Et justement, j'imagine que les immeubles n'ont pas tous le même nombre d'étages comme aujourd'hui, comme on peut voir aujourd'hui. Ouais. Comment tu as trouvé ces informations-là, justement, de hauteur? Donc là, ça a été long pour se mettre en place, la méthodologie. Alors déjà, premier problème, comprendre comment étaient les immeubles à l'époque. Donc là, c'est la rencontre avec les historiens et les architectes qui m'ont permis d'abord de comprendre l'organisation des fenêtres, par exemple. D'accord. On n'avait pas des carreaux comme aujourd'hui, donc comment est-ce que ça s'ouvrait, qu'est-ce que c'était comme... c'était généralement rarement du verre, c'était du papier huilé, etc. Enfin, les descentes d'eau pluviale, comment est-ce qu'elles s'étaient faites, est-ce qu'il y en avait ou pas, sur quels immeubles il y en avait, comment étaient les avancées de toiture, enfin, les boutiques, pareil, les boutiques, il n'y avait pas de vitrine évidemment, donc comment est-ce que c'était constitué, c'était pas tout à fait pareil qu'au Moyen-Âge, mais c'était quand même assez proche, comment fonctionnaient les volets, etc. Donc ça, c'est un travail des historiens. Ça, c'était la première étape, c'est de savoir à quoi pouvaient ressembler les immeubles au XVIIe, fin XVIIe. Bon. D'accord. Donc ça, déjà, ça a demandé un travail assez long, mais très très intéressant parce que beaucoup de rencontres avec beaucoup de professionnels passionnés et qui m'ont apporté beaucoup d'informations. D'accord. Et puis, l'étude, et là ça rejoint un peu mon travail puisque je suis avocat de profession, l'étude de la réglementation de l'époque qui m'a donné beaucoup d'informations parce que déjà à l'époque c'était très très réglementé. Donc il y avait des hauteurs minimales pour les enseignes, des hauteurs maximales, enfin des tailles maximales pour les avancées de toiture, etc. Enfin il y a toute une réglementation qui était assez stricte et donc qui nous donne aussi des indices sur comment a été constituée la ville. D'accord, donc au final c'est l'histoire légale limite de Lyon qui donne t'a des aidé, informations. qui t'a beaucoup aidé au final. Voilà, plus des gravures, etc. Mais tout se recoupe en fait. Hein. Mais tu me disais justement en off que les gravures ou les photographies avant certaines destructions, tu m'as dit que c'était très très rare au final. Oui, alors ça représente quel pourcentage à peu près des informations que tu as pu trouver? Les gravures, alors les photographies qui vont m'intéresser, souvent c'est des photographies qui datent autour de 1850, les premières photographies, mais ça va concerner, alors par exemple il y a des vues qui sont prises de Fourvière, on voit les quais de Saône, donc les bâtiments sur la Saône, le pont du Change avant sa destruction, donc là on a des informations, là c'est bien. Mais par contre il faut savoir que c'était un dédale de rue, et que personne n'a jamais pris de photos dans ces dédales de rue. Donc on a, et il n'y a pas de gravure de ces dédales de rue, ou très très peu, il y en a quelques-unes mais très peu. Donc sur la presqu'île il y a assez peu de gravures, si ce n'est des bâtiments principaux avec les immeubles qui est autour, par exemple Saint-Nizier, les Cordeliers, les bâtiments religieux, les bâtiments religieux, l'hôtel de ville, etc. Mais toutes les petites rues, etc., là on a très peu de choses. D'accord. Donc il fallait trouver une méthodologie pour arriver à reconstituer ces immeubles les uns après les autres. Donc deux sources. La première source, c'est le relevé des ouvertures, qui a été dressé à la fin de la Révolution, où là, immeuble par immeuble, on a le nombre d'étages, le nombre d'ouvertures par étage, le nombre de portes. Donc on a toutes les informations sur un immeuble, mais dans son état à 1798. Donc on peut, immeuble par immeuble, voir à quoi il ressemblait. En plus, on a son état, est-ce qu'il était en bon état, mauvais état, etc. Ce qui donne des indices sur sa datation. D'accord. Et puis, une fois qu'on a ce relevé des ouvertures, donc qui implique un travail de fond, parce que c'est des chiffres, c'est des tables de chiffres, on utilise un autre fond qui est là un historien, enfin c'est un passionné en fait lyonnais, qui a travaillé sur les immeubles lyonnais pendant 30 ans de sa vie, autour de 1910 et 1940, et qui a fait l'historique de chaque immeuble. D'accord. Donc pour un immeuble donné, on va savoir s'il y a eu des autorisations de rehaussement, à quelle date, les autorisations d'enseigne, c'était sous autorisation, donc les noms des enseignes. Est-ce que cet immeuble date de 1750 ou est-ce que cet immeuble date de 1650 Quand est-ce qu'il a pu être refait? Est-ce qu'il y a eu des modifications de façade, des ouvertures d'arcs de boutique, etc. D'accord. Donc pour chaque immeuble, on peut par méthode régressive, à partir du relevé des ouvertures de 1798, remonter jusqu'en 1700. Littéralement, tu remontes voilà, dans le je remonte, par exemple, je vais savoir que cet immeuble qui m'apparaît à 5 étages, j'ai une autorisation de rehaussement de 1750 d'un étage, donc je sais qu'il n'était pas à 5 étages en 1700 mais à 4 étages. Donc par méthode régressive, je remonte jusqu'en 1700. D'accord, c'est intéressant. Voilà. Okay. Donc, tu as fait ta phase de recherche. Est-ce qu'il y a eu une phase de dessin ou alors tu es allé directement sur SketchUp? Alors, ça dépend en fait. Pour les immeubles d'habitation, c'est des immeubles qui sont entre guillemets assez simples. Donc, j'ai pas besoin d'un dessin préparatoire, sachant qu'il y a quand même eu des dessins, puisque pour faire les fenêtres par exemple, pour faire mes composants de fenêtres, je me suis fait une bibliothèque sur SketchUp. D'accord. Donc, pour faire mes composants
soit de fenêtres, soit de boutiques. En fonction de la datation, en plus, c'est différent. Là, au départ, il y avait un dessin, du dessin. D'accord. Mais ça reste des immeubles relativement simples. Les façades lyonnaises sont assez simples. D'accord. On n'est pas sur les façades du 19e siècle, là c'est beaucoup plus complexe. D'accord. Mais des façades, ce qu'on peut voir par exemple à Saint-Jean, c'est des façades qui sont relativement austères et assez simples. Donc il n'exigeait pas un gros travail de dessin avant, si ce n'est le travail sur les fenêtres en elles-mêmes, mais qui a pu être fait avant avec la création d'une bibliothèque. D'accord. Mais par contre, pour tout ce qui est immeubles plus complexes, comme les immeubles religieux, donc églises, les Cordeliers, Saint-Nizier. Saint-Nizier, l'hôtel de ville aussi, donc des bâtiments plus complexes. Oui. Là, par contre, il y avait la nécessité d'avoir un dessin. Moi, je ne suis pas architecte, je suis incapable de reconstituer sous SketchUp un portail gothique. Ou une gargouille, ou un élément comme ça. C'est extrêmement complexe. Donc là, c'est un architecte qui a travaillé sur chaque bâtiment compliqué, D'accord. en dressant des plans côtés, donc il y a plus d'une centaine de plans côtés de tous les bâtiments complexes, avec des plans de façade, mais aussi des plans de coupe. Et là, c'était indispensable. Par exemple, une rosace, la rosace des Cordeliers, ça ne peut pas se faire comme ça. Et même une entrée gothique, qui peut paraître entre guillemets relativement simple, en réalité c'est très très complexe. Donc là il fallait vraiment des dessins côtés. Donc il y avait une recherche du détail, tu l'avais évoqué, donc avec les composants, comment étaient construites les fenêtres, le nombre d'ouverture, les recherches légales, les dessins donc, de l'architecte qui t'a aidé pour les éléments religieux. À quel niveau justement de détail tu as voulu aller pour ce projet-là justement? Alors il fallait trouver un juste équilibre parce que, comme c'est à l'échelle d'une ville, je ne pouvais pas me permettre non plus d'aller trop loin dans le détail. D'accord. Donc il fallait trouver un juste équilibre entre quelque chose qui soit réaliste, qui soit cohérent, alors qu'il soit toujours cohérent d'un point de vue architectural, mais qui soit pas trop simplifié non plus, mais en limitant au maximum le nombre de facettes. D'accord. Parce que la maquette est énorme. Et puis j'avais besoin d'avoir un processus qui soit quand même répétitif et facile à mettre en place pour pouvoir reconstituer autant d'immeubles. Ça m'a déjà pris 12 ans. Mais si j'avais voulu vraiment faire un travail fin, j'aurais eu une maquette qui d'abord aurait été trop lourde avec trop de facettes, et puis un travail derrière qui m'aurait pris, je sais pas, encore beaucoup plus de temps. Donc il fallait trouver le juste équilibre. Voilà. Donc par exemple, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de sculpture par exemple. D'accord. Dans la maquette, parce que là, pour une sculpture, c'est un nombre de facettes colossales. Donc les polygones, ça fait exploser l'ordi. Voilà, ça fait exploser. Donc trouver le juste équilibre. Ce qui est assez lourd dans la maquette, c'est par exemple pour le sol. C'était très long pour arriver à trouver quelque chose qui me... Parce que c'était tout des pavés à cette époque-là. C'était les pavés, et c'était pas les pavés 19e, c'était pas les pavés carrés qu'on connaît. C'était des pavés, c'est ce qu'on appelait pavés à tête de chat, mais en fait c'est des galets. C'est ce qu'on trouve encore aujourd'hui dans certains villages. Donc c'était des galets tout simplement. Mais comme c'est des galets, qu'on retrouve souvent sur les sites de fouilles, souvent photographier ces galets sur les sites de fouilles, les galets, c'est rond. C'est rond. C'est rond. Et pour avoir un rendu qui soit satisfaisant, ça a été assez long. Il a fallu mettre en place une méthodologie et puis mettre en place j'ai fait des grands carrés de 4 mètres sur 4 en fait. Que je peux changer pour mettre de la diversité, et c'est en displacement, donc avec TR Render du coup. Voilà, avec TR Render, avec le logiciel de rendu, ou pour arriver à donner quelque chose qui soit correct. Enfin bon, mais tout ça pour dire qu'il fallait trouver un juste équilibre. Je ne pouvais pas non plus aller trop loin dans le détail. Mais tu voulais quand même avoir ce côté un peu immersif et qui serve aussi quand même d'outil de recherche quoi, dans tous les cas. D'accord. Oui. Et d'un point de vue purement technique, justement, en parlant par exemple du modèle SketchUp, j'imagine que c'était pas qu'un seul modèle. Est-ce que tu te souviens à peu près combien de modèles tu as réalisé pour ensuite les compiler ensemble? Parce que sur le site internet, c'est découpé en 4 quartiers. Tu m'as dit que tu avais fait 100 photographies panoramiques sur le site internet. Donc combien de modèles ça t'a pris? Alors, j'ai divisé la ville en 4 morceaux pour que ce soit d'un poids correct. Et puis après en fait, j'ai fait un modèle SketchUp
par panoramique. C'était plus simple pour moi, je ne vais pas entrer dans le détail comment. Mais Ouais, finalement, mais in fine, j'ai voilà, 100 modèles. tu t'y retrouvé. J'ai 100 SketchUp. Mais au départ, la ville, elle est divisée en 4. J'ai d'abord modélisé toute la ville. Ouais. Et une fois que j'ai fini la modélisation de la ville, j'ai fait mes rendus. D'accord. Panoramique, sphérique. Mais j'ai d'abord voulu faire toute la ville. D'accord. Donc vraiment, immeuble, bloc par bloc, petit à petit, en prenant le temps. Donc, voilà. SketchUp, SketchUp. si on reprend toute l'histoire, tu as fait tes recherches, Ouais. des dessins complémentaires éventuellement, des gravures aussi pour des références visuelles. Peinture, etc. Ouais. La modélisation, donc d'abord le plan, ensuite on Mm. monte les immeubles en fonction Ouais. des informations de hauteur, Ouais. les textures de base, des textures en plus Ouais. à render pour donner un côté un peu plus réaliste. Ouais. Et après, comment tu as réalisé tes photos panoramiques justement? Alors, juste une précision. Vas-y. On dit mais il y a une association derrière. J'ai monté une association et je n'étais pas le seul à faire des recherches. On est à peu près une dizaine, à avoir beaucoup travaillé. Donc, c'est pas... Moi, j'ai fait la modélisation, D'accord. mais il y a plein de gens derrière. Donc, par exemple, des l'architecte historiens qui a fait les dessins, les L'architecte, historiens, d'accord. des gens qui faisaient les recherches aux archives, Mm. ceux qui allaient prendre le relevé des ouvertures, tout ça c'est du gros boulot. Mm. Et tout ça, c'est pas que moi du Donc, tout. Hein. donc Il c'est pas que toi, c'est un il y a groupe, une voilà. dizaine de personnes. Voilà, une dizaine de D'accord. personnes. Ceci étant dit, donc une fois que j'ai fini la maquette 3D, Mhm. les panoramiques, j'ai choisi des points où me placer dans la maquette. Mhm. Donc assez rapprochés, on n'est quand même pas sur du Google Street, mais on n'est pas loin, Mhm. des points assez rapprochés. Et puis après, c'est caméra virtuelle. Avec tes renders en fait. Avec tes renders. D'accord. Enfin, je me place dans SketchUp, Mhm. je place ma caméra dans SketchUp, je lui dis que ça va être du sphérique. Et puis après, dans tes renders, je fais mon rendu. Ça prenait 8 heures le rendu de chaque. Ah oui, une nuit complète, c'est ça, tu m'as Une dit nuit complète pour sphérique. Après, moi j'ai du vieux matériel. Mais il y avait un vrai investissement en temps dans tous les cas. En fait. Oui, je faisais tourner la nuit. Quoi. Ah oui. Mais après, sans panoramique, déjà rien que les panoramiques, ça m'a pris quasiment un an pour faire les panoramiques. Sachant que l'idée, c'est quand même de pouvoir tout le temps modifier la maquette. D'accord. Parce que c'est une restitution. Donc une restitution historique, ça veut dire que c'est une proposition D'accord. à partir des sources. L'idée d'une restitution historique, c'est que la proposition ne doit pas être en contradiction avec les sources exploitées. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas en contradiction avec les sources exploitées que pour autant c'est exactement ce que ça pouvait être à l'époque. D'accord. C'est juste une proposition qui est possible, Et mais qui parfois est assez certaine, Mhm. mais qui parfois peut être corrigée. Et donc l'idée c'est de pouvoir toujours revenir sur la maquette, c'est-à-dire que parfois on va me dire là tel immeuble en réalité il avait un étage de moins, ou sur telle chose tiens j'ai découvert une gravure qui permet de corriger telle. Et donc de pouvoir corriger la maquette et sortir un nouveau panoramique. Et donc là, c'est vraiment le côté méthode scientifique ou méthode historique Ouais, qui est derrière en fait là. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut se dire que d'abord il faut dire des choses que c'est juste une proposition. Mhm. Il faut que les sources soient transparentes, donc c'est pour ça que sur le site de visite virtuelle, on en parlera peut-être après, mais à chaque fois, On fera une visite justement. voilà, l'accès aux sources doit toujours être possible pour savoir qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui est moins sûr, Mhm. qu'est-ce qui est encore existant, Mhm. etc. Et puis le fait que ce soit toujours perfectible. C'est-à-dire que comme c'est une restitution, c'est juste une proposition, il faut pouvoir derrière, à partir du moment où on a de nouvelles informations, la corriger pour apporter quelque chose qui soit toujours au plus proche. Donc elle sera amenée à évoluer, Ouais, et à évoluer vivre. régulièrement parce que c'est aussi l'avantage du blog que j'ai au départ et puis enfin que j'ai toujours, et puis du site internet, c'est qu'il y a toujours beaucoup de gens qui me contactent. Alors soit pour me demander des informations parce qu'on est en recherche généalogique ou autre, Mhm. soit pour me donner des indications. Et parfois il y a des indications que j'aurais pas pu avoir comme ça et qui me permettent de corriger la maquette. D'accord. Par exemple, j'ai eu un contact comme ça de quelqu'un qui travaillait sur les hôtels des monnaies en France, Ouais. et qui a trouvé aux archives du ministère des Finances un plan de l'hôtel des monnaies de Lyon. Donc tu as toujours des sources qui viennent régulièrement, ou j'imagine que tu as peut-être des fans justement qui te remercient peut-être pour ton travail aussi. Je ne sais pas si des historiens se tournent vers toi justement comme référence ou pas. Oui, Sur le site. Oui. Alors il y a des historiens, il y a le contact avec le musée Gadagne, Mhm. le contact avec les archives municipales et départementales. Ça, c'est des choses que je voudrais développer aussi, éventuellement en créant une application ensuite. C'est-à-dire sur des plus petits projets ou sur, sur Lyon encore. Sur l'idée de pouvoir, parce que là, j'ai créé un site mais qui est accessible sur ordinateur, Mhm. sur internet. Ouais.
mais l'idée ce serait peut-être de créer une application qui soit plus utilisable sur place, dans la ville, Ah, en réalité en augmentée. réalité augmentée, donc de D'accord. pouvoir se promener dans la ville. Donc j'ai des contacts aussi avec les guides qui j'ai pu donner les panoramiques, Oui. qui les utilisent dans le cadre des visites guidées. D'accord. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'essayer de développer une application pour des visites de la presqu'île Mhm. où on peut vraiment comparer l'existant avec l'état antérieur. Ouais, et faire. Vraiment comme- faire avant-après. Comme un Et- voile. Ouais. Oui, et puis, alors éventuellement avec des lunettes VR ou sur tablette, Mhm. mais ça permet de comprendre les étrangetés parfois de la presqu'île. Il y a des rues qui peuvent paraître étranges ou qui peuvent paraître biscornues, on ne se comprend pas pourquoi. Des places qui peuvent paraître un petit peu... Et là, tout de suite, quand on a l'état antérieur, on comprend ce qui s'est passé, qu'il y a un côté de rue qui a été détruit, que ça explique pourquoi est-ce que ça tourne comme ça. Enfin, on retrouve pourquoi... Enfin, où sont les immeubles qui existent encore aujourd'hui. Ça permet de comprendre l'historique de la ville, comment est-ce qu'elle a évolué et qu'est-ce qui l'amène à son état aujourd'hui. Donc, D'accord. voilà. Mais après, donc Et- ça peut être un côté intéressant. Et justement, est-ce que tu veux te déployer sur le reste de la ville de Lyon? Non, Ouais. tu m'avais dit que tu voulais t'arrêter entre Bellecour et les Terreaux, Ouais. du coup. Est-ce que tu as d'autres projets similaires actuellement? Ouais, alors là maintenant, j'ai des contacts avec la ville de Trévoux, Mhm. donc pour faire quelque chose de complètement différent, mais sur la ville de Trévoux, donc là on doit se rencontrer pour en parler. Ça va être complètement autre chose, mais oui, j'ai envie de changer de Mais projet. ça a un lien avec la 3D en tout cas. C'est un lien avec la 3D, ouais. D'accord, ok. Ouais. Après, l'intérêt pour moi, ça a été vraiment les rencontres, Mhm. en fait. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Des gens avec qui j'ai toujours des liens importants, des archéologues, des historiens. Mhm. Donc c'est vraiment un enrichissement, quoi. Un enrichissement personnel. Un enrichissement personnel. D'accord. Et là, au final, tu n'aurais pas pu le faire sans la 3D d'une certaine manière, cette Ouais. manière de reconstituer. Parce que... Oui, oui, c'était l'outil qui pour moi était le plus adapté. Ouais. Donc, pile direct. Et au final, SketchUp, justement, pourquoi tu avais choisi SketchUp à la base? Bah, c'était le logiciel gratuit. À la base, ouais, c'est vrai. Logiciel gratuit et puis simple d'utilisation. Au départ, j'hésitais entre SketchUp et Blender. D'accord. Et puis Blender, j'ai laissé tomber. Je sais qu'il est très très bien aussi, Mhm. mais il était moins ergonomique, enfin moins simple au départ, alors que SketchUp tout de suite on trouve. Surtout que c'est vraiment, c'est assez basique ce que j'ai utilisé. J'ai quasiment pas de comment est-ce qu'on appelle ça, j'ai rien ajouté quasiment. Ah, au logiciel pas de base. plugin? Ouais, j'ai très peu de plugins. Mhm. Alors j'ai Skater que j'utilise. Pour les pavés, j'imagine? Pour les pavés, en fait, pour les tas de foin, les crottins, etc. D'accord. Mais sinon, j'utilise vraiment le logiciel de base Et TA, du coup. et ETA. D'accord. Ouais, ETA Render. Parce qu'au départ, j'utilisais Kirkitea parce qu'il était gratuit. Mhm. Et après, je suis passé à ETA Render. Ok, d'accord. Bon, bah, merci d'avoir partagé ton expérience avec moi et avec Ouais. nous, surtout. Ouais. Je te propose qu'on passe sur l'ordi, du coup, Ouais. qu'on présente un peu le site internet justement pour les spectateurs Mhm. et que tu nous montres un peu un des modèles 3D que tu as pu ramener avec toi, Ouais. comme pour voir un peu à quoi ça ressemble avant le rendu sur le site internet. Ça te va? Ouais. Allez, on fait ça. Du coup, maintenant, on se retrouve sur l'ordinateur pour présenter un peu ton travail de longue haleine, on peut l'appeler ainsi. C'est ça. Donc, tout se fait sur navigateur, c'est ça? Voilà. Donc là, on est sur Internet. C'est Mhm. simplement l'adresse lyon1700.fr. D'accord. Donc voilà, on arrive là-dessus. J'ai utilisé le logiciel Panotour pour monter le site. Première chose, on voit un plan au centre avec 4 zones. Juste vous montrer l'idée quand même au départ de ce site, c'est quand même de valoriser des sources. Donc il y a tout un speech sur qu'est-ce qu'une restitution, sur la méthodologie qui a été adoptée. Bon, je ne vais pas aller là-dessus, ceux qui veulent. Les sources, il y a un accès aux sources où on peut aller sur chaque bloc de bâtiment D'accord. pour accéder à toutes les sources, Wow. les enseignes, etc. Là, ça peut être intéressant aussi pour les généalogistes parce qu'ils ont l'ancienne numérotation, à la fois la numérotation .n, donc c'est celui qui a fait les recherches, mais aussi la numérotation 1798. Mhm. Donc ça intéresse pas mal les généalogistes. Donc voilà, là on peut aller sur n'importe quel bloc et donc on a un accès direct aux sources. D'accord. Après, on peut aussi avoir accès par exemple à des plans, à des anciens plans. Donc là par exemple, un plan de la place Jacobin Oh. autour de 1700.
Ah oui, ça a bien changé, quoi. Oui, non, ça a bien changé. Mais ou des cartes terristes, par exemple, là, autour de 1750, Mhm. on voit d'anciens plans de la ville qui sont extrêmement importants dans le travail de recherche. Ça aussi, j'en ai peu parlé, mais c'est aussi un peu la base quand même. Bref. Il y a une vraie transparence, en fait, comme tu me disais justement quand on était devant la caméra. Ouais. Il y a une vraie transparence parce qu'il y a la méthode historique, la méthode scientifique, en fait, qui repose derrière, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut qu'on puisse à chaque fois avoir accès aux sources, parce que c'est ça aussi qui permet de corriger ensuite, éventuellement. Donc, il faut qu'il y ait de la transparence. Et puis aussi, l'objectif, c'était quand même de valoriser tout ça. D'accord, ok. Parce que finalement, c'est des plans qu'on voit rarement, qu'on voit peu. Et donc, l'idée quand même du site, c'est de valoriser, parce que je trouve qu'un plan comme ça, c'est quand même plus intéressant à l'arrière que la maquette SketchUp. Historiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, l'idée, c'est quand même de valoriser ça. D'accord. C'est de valoriser les gravures, les dessins. Bon, là, c'est des plans, mais les peintures, c'est un peu simplement un outil pour valoriser tout ça. D'accord, ok. Bon, une fois qu'on a ces 4 zones, on peut choisir une zone. Et tous ces points, en fait, c'est des points d'entrée dans la maquette. D'accord. Donc, par exemple, on peut rentrer par ici. Les cordeliers, par exemple. Le cordelier. Ça nous met automatiquement en plein écran. On a un petit topo là qui nous explique un petit peu les différents icônes. Mhm. Et puis, on a accès à un panoramique sphérique. D'accord. Donc là, on est dans le secteur des cordeliers. Vous avez le plan en haut à gauche qui permet de voir dans quelle direction on regarde. Mhm. Vous avez, quand vous passez la souris, le nom actuel et l'ancien nom. Enfin, d'abord l'ancien nom, rue Buisson, et aujourd'hui la rue de la Bourse. D'accord. Donc des informations. On a aussi, si on passe la souris sur les enseignes, chaque enseigne correspond à une enseigne URL. Donc là, par exemple, le Grand Buisson, qui a donné son nom d'ailleurs à la rue Buisson. D'accord. Mais par exemple, là-bas, c'était le Cheval Blanc. Là, le Grand Buisson, c'est le même bâtiment en réalité. Mhm. Donc voilà, tout ça, c'est des informations aussi. On a des informations, par exemple, ici, la part des Cordeliers. Qui n'existe plus aujourd'hui. Qui n'existe plus aujourd'hui. Non, là, c'est l'emplacement du pont, là. D'accord. Aujourd'hui. Mhm. Et on voit bien sur le plan dans quelle direction on regarde, et on voit que c'est cette tour ici, qui était une ancienne tour qui permettait d'accéder au bas du quai et au port à bois. D'accord. La façade pas des Jacobins, des Cordeliers, donc qui a bien changé aujourd'hui. Elle était beaucoup plus austère à l'époque. Il y avait une partie en plus de la façade qui était cachée par ces 2 immeubles. D'accord. Et puis très austère aujourd'hui, elle n'a plus du tout le même visage, puisqu'elle était complètement modifiée au 19e siècle, comme quasiment toutes les églises lyonnaises. Mhm. Et là, on a accès. Alors, par exemple, on peut cliquer ici et ça ouvre dans une nouvelle fenêtre. La vue Google Maps. Alors, vous voyez un peu l'état aujourd'hui. Ah ouais. C'est pas pareil. Dans Google Maps, on voit l'état actuel, donc ça n'a plus grand chose à voir. Mais la comparaison est très, très amusante, Oui, justement. oui, là, on voit c'est pas tout à fait le même style. On revient en plein écran. Et puis, on a là les informations. Mhm. Donc avec un article et avec un article, avec des gravures. Et un contenu audio aussi pour. Et un contenu audio. D'accord. Voilà, et les sources. Ok, super. Donc on peut accéder directement aux sources et puis les lieux aujourd'hui. D'accord. Couper Ouais, couper le son là. Pas grave. Donc pour chaque, voilà, on a des fiches informatiques. Et puis on peut se déplacer. Donc par exemple là, si on va en direction de la rue Grenette. Mhm. Alors, il y a tous ces personnages aussi Ouais. qui sont dessinés par une dessinatrice qui fait un énorme travail. Ouais, parce que je vois qu'il y a énormément de personnages là. Elle fait un énorme travail de reconstitution Mhm. qui est assez colossal. Et voilà, qui petit à petit nous permet de compléter les panoramiques. Et ces personnages-là sont rajoutés dans Terra Render ou ils sont rajoutés dans Panneau Tour? Ils sont rajoutés par... j'ai mon panoramique sans personne. Mhm. Et ensuite, avec Photoshop, on les rajoute. Ah, c'est dans Photoshop. Ouais. Ok. Donc c'est Madame Cadin qui travaille là-dessus et qui fait un énorme travail. D'accord. Sachant qu'il y a un travail aussi en fonction des professions qu'on pouvait avoir dans ces lieux-là, etc. Donc là, par exemple, on est rue Grenette. Et donc pareil, toujours ce plan-là, et on voit où on se situe. D'accord. On peut aller, je pense, jusqu'au quai de Saône, ce sera rigolo. Alors, on peut aussi revenir, on peut sortir. Mhm. Et puis revenir, par exemple, si on veut aller sur les quais, on peut y aller directement d'ici. D'accord. Donc là, on voit Oh là là. Fourvière.
Avec, Donc, évidemment qu'il y a beaucoup changé. Hein. donc le vieux lion, comme on l'appelle aujourd'hui. Le vieux lion, il n'y a pas encore la basilique, hein, mais ici il y a Notre-Dame de Fourvière. Qui existait déjà. C'est le couvent des Chazeaux qui a disparu suite à l'éboulement de 1930, tout ça s'était détruit. D'accord. Le couvent de la Visitation, qui existe encore, même s'il est un peu modifié, évidemment la cathédrale Saint-Jean. Et puis on a toutes ces... Saint-Étienne, Sainte-Croix qui n'existe plus aujourd'hui, mais il y a le jardin archéologique aujourd'hui. Oui. Le palais Saint-Jean qui a bien changé aussi, avec la bibliothèque derrière qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, on retrouve, et pareil, on peut cliquer, le palais du gouverneur, le pont de Pierre, et on peut cliquer sur toutes ces... pour avoir à nouveau des informations avoir supplémentaires. Des informations, là par exemple une vieille photo, Wow. 1843, Ah ouais. on voit le pont avant sa destruction. Et puis des informations sur le site de l'inventaire, si on va avoir plus de choses, etc. D'accord, super. Donc c'est un moyen de... Là il y a aussi parfois des vidéos, Mhm. je vous en montrerai peut-être une autre tout à l'heure. Là pareil, la commanderie Saint-Antoine, c'est un bâtiment qui existe encore aujourd'hui. Mhm. Et puis on peut donc se déplacer. Et continuer dans les petites rues. Continuer dans les petites rues. On peut aussi se déplacer simplement comme ça en cliquant directement. Mais bon là on peut vite se perdre. Là par exemple on va aller en direction de Saint-Nizier. Ah oui, on voit déjà la façade d'ailleurs. Voilà. Donc là on voit Saint-Nizier. Mhm. Pareil, alors on peut aussi avoir simplement des illustrations. Mhm. Donc là c'est un dessin de Sylvestre, 1650. D'accord. Donc il y a, pour ceux qui... De toute façon, je vous laisserai rechercher, mais aujourd'hui, Saint-Nizier, c'est 2 flèches, alors qu'ici, il n'y en avait qu'une seule, en fait. Il y en avait qu'une, ouais. D'accord. C'était très... Comme toutes les églises lyonnaises, c'était très très modifié au 19e. Ils ont rajouté plein de choses en façade et ils ont construit un clocher néo-gothique. Ils ont détruit toute cette partie-là. D'accord. Pour faire un portail qui soit comparable à celui-ci, néo-gothique. Enfin bref, ils ont complètement modifié la façade. D'accord. On a les enregistrements aussi là en vieux lyonnais. Peut-être pas là, pareil, la chapelle Saint-Jacques qui a disparu, qui a pu être reconstituée grâce à un dessin, un relevé au milieu du XVIIe. Là, on voit le modèle SketchUp. D'accord. Le plan qui a été dressé, enfin un des plans qui a été dressé D'accord. pour réaliser la maquette. Ok. Donc c'est pas que de l'image au final, il y a du fichier audio, il y a des informations de recherche, etc. aussi dedans. Il y a l'audio, il y a... De la vidéo, t'as dit. Il y a la vidéo, alors par exemple une vidéo, on peut aller, là on est le long, et cet immeuble il est toujours existant. Oui, je m'en souviens de celui-là. Et donc là par exemple on a de l'audio, avec, donc on retrouve cet immeuble qui est en fait l'emplacement du premier emplacement du premier hôtel de ville de Lyon. D'accord. Donc qui était juste à côté de Saint-Nizier. Qui était juste à côté de Saint-Nizier, et donc là je donne des informations, des explications sur quelles étaient les parcelles, où se trouvait exactement l'hôtel de ville, etc. etc. D'accord. Donc ça c'est des vidéos, il y a des vidéos sur les cimetières, il y a plusieurs vidéos. D'accord. Donc un véritable mine d'or pour tout historien amateur et professionnel qui se mérite du coup. Donc, oui, on peut y passer du temps après. Hein, et pour les mises à jour, tu fais des mises à jour à peu près tous les combien sur le site internet? Ça dépend. Ça dépend vraiment des nouvelles informations qu'on peut me donner. Alors, il y a d'abord Isabelle Cadin qui m'apporte des nouveaux personnages, et dans ce cas-là, ça me fait changer les panoramiques puisque je rajoute les personnages petit à petit. Donc là, ça va être tous les 15 jours, parfois toutes les semaines, ça dépend des panoramiques. Là, on est dans le secteur Ampère. Là, par exemple, il n'y a pas encore de personnage. Il n'y a pas encore de personnage, ouais, justement. Il n'y a pas encore de personnage. D'accord. Il va y avoir... donc, tous les 15 jours, je vais modifier un panoramique. D'accord. Et puis après, parfois, ça va être une modification parce que je vais avoir une nouvelle information. Et est-ce qu'il y a des mises à jour, par exemple, là je vois qu'il y a les images par exemple de 2021, pour voir comment c'était auparavant, peut-être des vidéos en plus que tu as eu le temps de préparer, etc. Donc c'est en fonction de tes disponibilités au final. Voilà, c'est en fonction... là par exemple, on voit une maquette que j'ai faite de SketchUp de la façade avec l'observatoire. D'accord. L'observatoire qui a été en grande partie détruit pendant la Révolution quand il y a eu le bombardement de Lyon. Mais ça, c'est une maquette pour un ouvrage qui a été fait et pour un des contacts que j'ai eu, extrêmement intéressant.
et qui travaillait sur l'observatoire. D'accord. Donc j'ai fait une maquette Ouais, non texturée, etc. non de base texturée, solaire. oui, qui était. Mais là, il n'y avait pas encore l'observatoire. D'accord. Et bon, pareil, c'est toujours le même principe. Hein. Déplacement, librement. Et puis les on a informations, oublié de le audio, préciser, etc. mais l'accès est complètement public et complètement gratuit de toute Oui, façon l'accès est complètement public, complètement pour gratuit. un travail de préservation dans tous les cas. Voilà. Et puis vraiment de valorisation des sources. Ok, ça marche. Bah, dans ce cas, on a terminé justement avec un modèle SketchUp. Je te propose de commencer maintenant la prochaine partie avec un modèle SketchUp et voir un de tes modèles justement dans le logiciel. Ouais. Et donc nous voilà de retour dans SketchUp. Donc avec un de tes travaux, bah, je te laisse à nouveau de faire le guide et m'expliquer un peu ce qu'on peut voir ici. Alors là, on est dans le secteur Saint-Nizier, donc on voit vraiment la maquette. Donc ce que vous pouvez constater déjà. Donc ça c'est la chapelle qu'on avait vue juste avant, d'accord. Tout à l'heure, ouais. Ici, on va avoir le modèle de Saint-Nizier. Okay. Wow. Et donc ce que vous pouvez constater déjà, c'est par exemple au sol. Là, comme c'est du displacement, des pavés, ouais. J'ai mis aussi des trucs qui sont un peu à plat, mais quand même pas totalement à plat, qui permettent d'avoir des... alors qu'il y a plutôt de l'herbe entre chaque pavé, parfois je vais avoir plutôt de la terre. D'accord. Avec ça. Donc c'est des plus grosses surfaces que tu vas mettre en avant dans SketchUp avant. Les pavés vont dépasser en fait. Ouais. Quand ce sera dans TA, ouais. parce qu'ils sont en displacement, mais ça va me mettre de la terre entre les pavés. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, j'ai ma paille, mes crottins, des saletés. Donc, on est sur un modèle classique. Là, vous voyez, donc les fenêtres. Donc, je vais avoir... Ça, c'est des groupes. D'accord. Donc, un bâtiment, un groupe avec des composants à l'intérieur, j'imagine. Voilà. Et après, j'ai mes composants. Alors, vous voyez, par exemple, cette fenêtre-là n'est pas identique à celle-là. Oui. Mais par contre, elle est identique à celle-là. Donc, j'ai mes composants que j'installe. Et puis, après, je mets de la diversité. J'ai ma bibliothèque. Donc, il y a déjà du détail, en fait, avant même que tu ailles sur ta render. Tu as déjà ce niveau de détail par rapport aux fenêtres, par rapport à la disposition des différents modèles 3D que tu installes, en fait. Oui, parce que je me suis fait une bibliothèque de composants. Et donc, j'ai toute une bibliothèque là, de composants que je peux placer et pour mettre de la diversité. D'accord. Donc, ma maquette, elle est quand même déjà assez... Oui, je vois l'herbe aussi qui vient de passer. Il y a de l'herbe, il y a toutes sortes de composants en fait que j'installe. Voilà. D'accord. Donc, donc là, par exemple, là, on se rend compte... de la taille du projet. on se rend compte, par exemple, que finalement, là, sur il y a assez peu d'immeubles, parce que j'ai pas besoin d'en placer beaucoup, là, et que tout ça n'est qu'un décor. Attends, on va le recentrer un petit peu. Voilà. Tout ça n'est qu'un décor. On voit bien que je n'ai pas du tout cherché à modéliser les cours, etc. Okay, c'est purement de la façade et la partie publique, façade, en fait. C'est vraiment que ce qui est visible du point qui m'intéresse. Je vois justement que tu t'es arrêté là sur le pavé parce qu'on voit pas ce coin de rue. Voilà. Donc il y a une certaine optimisation, un peu comme dans un jeu vidéo, par exemple. Voilà, je cherche vraiment à optimiser chaque rendu. D'accord. Donc pour chaque rendu, je vais faire apparaître simplement ce qui m'intéresse. D'accord. Donc juste les pâtés qui m'intéressent, et puis le sol, c'est pareil, je l'optimise. Donc ça, par exemple, là on est sur à peu près, je crois, 3 ou 4 blocs de bâtiments. Ouais. Ça t'a pris combien de temps à peu près de modélisation? Juste la partie modélisation, sans comptabiliser nécessairement la création des matières ou ce genre d'éléments-là. Un bloc? Ouais. C'est très difficile à dire parce qu'un bloc... alors, je pars du principe que qu'on a déjà fait tout le travail de recherche. Il y avait des blocs qui pouvaient être assez énormes à l'époque quand même, mais un bloc de taille raisonnable, sans bâtiment complexe. Une semaine. Une semaine. Alors, sachant que c'est pas mon travail. Moi, je fais ça par passion. Par passion. Oui. Donc il y avait des grandes périodes où je m'arrêtais totalement. Je pouvais parfois ne pas toucher à la maquette pendant 1 mois ou 2 mois. D'accord. Et puis il y avait des périodes où je travaillais beaucoup, parce que j'en avais envie. L'idée, et tous les membres de l'association, c'était la même idée, c'est que ça doit rester un plaisir. D'accord. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose. La règle de base, c'est un plaisir.
Donc quand on a envie, on le faisait. Donc parfois j'avançais beaucoup. Mhm. Et puis il y a des périodes où j'avançais plus du tout. D'accord. Mais j'aurais pas tenu 12 ans si c'était pas resté un plaisir. D'accord. Ok. Et c'est aussi pour ça que ça a pris tant de temps. Oui, bien sûr, parce que c'est un métier de passion. Voilà, c'est simplement... Pardon, pas un métier de passion, mais c'était une activité de passion dès le départ, et tu as voulu le garder comme voilà. Tel donc, par la suite. Parfois, je pouvais aller très vite, et puis parfois, ça allait beaucoup plus lentement. D'accord. On peut ouvrir peut-être une autre maquette. Donc là, on est sur un autre secteur. Il est là. Ah, je vois que tu as mis la corde pour... Oh là, oui, d'accord. Oui. Ouais. Pour la lanterne. Ouais. Oh là là. Ouais, on a un descriptif des lanternes. De comment elles étaient installées, comment elles étaient construites aussi. Oui, en 1698. D'accord. Et ça, c'est une décision de Louis XIV qui a, dans les grandes villes, imposé le fait qu'il y ait des lanternes. Ça a entraîné beaucoup de conflits parce que c'était le propriétaire de l'immeuble qui devait payer la lanterne. Donc, par exemple, lui avait plutôt envie que la lanterne soit posée sur l'immeuble voisin plutôt que chez lui. Enfin bref. Mais on a beaucoup d'informations sur ces lanternes. Donc là, par exemple, on est sur une rue. Bah, là, on voit il y a des personnages. Ah oui. Là-bas. Et alors tout ça c'est des composants, c'est-à-dire que par exemple, donc là je vais sur un groupe, là ça c'est un composant. Mm-hmm. Pareil, là, tout ça c'est des composants différents. Ouais. Là on est sur un immeuble qui est 16e siècle par exemple, d'accord. Avec son style de fenêtre. Ok. Alors que ça c'est un immeuble 17e. C'est pas du tout le même style de fenêtre. Ah oui, parce que là on voit sur celui de gauche que c'est un peu plus renfoncé, oui. C'est plus petit aussi. C'est pas les mêmes gabarits, c'est pas les mêmes hauteurs d'étage. Mm-hmm. Et puis c'est comme si on comparait quelqu'un qui est mode 1930 avec quelqu'un qui est mode 2020. Non mais pour nous la différence est évidente. Oui. Une fois qu'on est un peu habitué et qu'on a l'œil, le style architectural c'est pareil. D'accord. Donc si vous voulez, quelqu'un du XVIIe siècle, pour lui ça c'est vieillot quoi. D'accord. Complètement vieillot. Lui, ce qui est moderne pour lui c'est ça. D'accord. Pour quelqu'un de fin XVIIe. Donc voilà, il y a des styles architecturaux, et évidemment en fonction de la datation de l'immeuble, on ne va pas appliquer le même style architectural. Donc il y a une subtilité quasiment constante en fait dans tous tes modèles parce que il y a ce besoin de réalisme en fait derrière la restitution en fait. Oui, bah oui, c'est qu'on ne va pas avoir le même style architectural, donc on va avoir pareil pour les arcs de boutique, on ne va pas avoir le même style d'arcs de boutique en fonction des périodes. Sachant qu'en réalité c'est plus complexe parce que là par exemple, ça va être des étages qui sont 16e siècle. Oui. Mais par contre, on va avoir les arcs de boutique là qui sont plutôt 17e parce qu'ils ont été refaits. D'accord. Okay. Donc il y a un mix d'architecture aussi. C'est ça, c'est que les immeubles, là on est sur les arcs de boutique typiquement en 1650, mais les immeubles ils vivent. Donc vous pouvez avoir des immeubles qui ont des modifications, et on le retrouve dans les archives, où ils ont refait les arcs de boutique. D'accord. Mais ils ont gardé les étages de l'époque. Donc parfois ça peut être mix. Ok. Donc, et on voit là aussi par exemple ce que j'ai pu utiliser aussi, c'est là encore toujours des composants en bord pour me donner un côté, une fois que les pavés dépassent évidemment, on va quand même avoir de l'herbe en bord de ce qu'on appelle les cadettes. D'accord. Oh, super. Et donc là, c'est pareil, si on monte au-dessus, on se rend compte. On voit l'envers du décor, comme tu disais. L'envers du décor, qui par définition va être laid, mais on voit l'envers du décor. Voilà. Okay. Avec ma trame pour le sol, et puis mes différents blocs, mais qui ne sont pas du tout modélisés côté court, très très simplifiés, c'est vraiment juste un décor. Ok. Bien. Merci d'avoir été le guide de Lyon justement en 1700 pour moi. C'était vraiment intéressant, merci beaucoup. C'était un plaisir. Je te souhaite tout le meilleur pour tes futurs projets justement 3D pour Lyon en 1700. N'hésitez pas à aller y faire un tour, justement je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et je vais juste décaler un peu pour faire un joli plan final. Merci beaucoup Fabrice d'être venu dans nos locaux, de nous avoir présenté ton projet et comment SketchUp a joué un rôle justement dedans. Et comme je disais, bonne continuation pour tes futurs projets. Merci à toi. Merci beaucoup à Fabrice pour avoir partagé sa passion avec nous. C'était un vrai plaisir de partager avec lui et de comprendre comment il avait approché ce projet dantesque. Vous pouvez retrouver le site de visite lyon-en1700.fr dans la description et vous pourrez aussi retrouver son blog où il explique comment il a réalisé ce projet et toutes les actualités concernant son activité. Et en plus, petit bonus, ça fonctionne sur iPad. Et vous dites-moi,
Quels sont les plus gros projets que vous avez dû réaliser sur SketchUp? Dites-le moi en commentaire. Si ce format interview vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Et bien sûr à nous laisser un like. Comme ça, on saura que vous êtes vraiment intéressé à toutes les autres interviews qu'on a prévues par la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine sur la chaîne d'ADVO.